C'est sur son réseau social Truth Social ce 6 novembre 2025 que Donald Trump a fait la déclaration. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi maintenant? Les chrétiens sont-ils réellement la cible des extrémistes islamistes au Nigeria? Quelles sont les véritables motivations de Donald Trump? Mais surtout, quelles seraient les conséquences désastreuses pour le Nigeria, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale d'une intervention américaine au Nigeria? Juillet 2002, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, un jeune prédicateur charismatique du nom de Mohamed Youssouf fonde un mouvement qu'il appellera Jamad al-Sunnah wal Jihad. Ce groupe se situe d'abord comme une école religieuse et un centre d'enseignement islamique à Maïdougouri, attirant les jeunes désœuvrés, mécontents de l'école publique et des inégalités économiques. Dès ses débuts, Youssouf met l'accent sur le rejet de l'influence occidentale, en particulier l'éducation dite Boko, l'école occidentale, qu'il juge haram, interdite, et prône un ordre islamique pur. C'est à cette époque que le surnom Boko Haram, souvent traduit par l'éducation occidentale est un péché, commence à circuler. Durant les années suivantes, le mouvement grandit lentement. Il établit une mosquée, une madrasa ou une école islamique, attire des jeunes des zones rurales environnantes, surtout ceux touchés par la pauvreté, le chômage et le sentiment d'exclusion du nord-est du Nigeria. Mais en juillet 2009, la situation bascule. Après une confrontation avec les forces de sécurité dans Maïdougouri, Youssouf est capturé, puis tué en détention. Cette mort marque un tournant. Le groupe passe de l'école et de la prédication à la violence ouverte. Sous la direction d'Aboubacar Shekau, successeur de Youssouf, Boko Haram adopte progressivement des tactiques de guérilla, des attentats suicides et se radicalise. Le discours reste centré sur l'éradication de la corruption, la justice islamique et l'expulsion de l'influence occidentale du Nigeria. Ainsi est née la secte Boko Haram, d'un mouvement religieux local dans le nord-est du Nigeria à une insurrection violente internationale, en réaction à l'expulsion, au sous-développement et à la gouvernance chaotique. Puis vient avril 2014. Dans la petite ville de Chibok, au cœur de l'état de Borno, le groupe franchit une nouvelle ligne. Dans la nuit du 14 au 15 avril, des combattants encerclent un lycée de jeunes filles, tirent en l'air, forcent les portes et emmènent de force 276 lycéennes terrifiées. Certaines sont réveillées brutalement, d'autres n'ont même pas le temps d'enfiler leurs chaussures. Les camions s'éloignent dans le noir, laissant derrière eux une école vide, des parents en larmes et un pays en état de choc. La nouvelle fait très vite le tour du monde tel une traînée de poudre. Pour la première fois, l'horreur a un visage, celui des jeunes filles étudiantes qui n'avaient pour seule faute que d'aller à l'école. Certaines parviendront même à s'échapper, d'autres seront libérées des années plus tard, mais beaucoup restent jusqu'aujourd'hui portés disparus. Chibok devient un symbole, celui de la brutalité de Boko Haram, mais aussi de l'abandon ressenti par les populations du nord-est du Nigeria. L'enlèvement des filles de Chibok est un épisode mémorable. Jusque-là, l'ONU et les États-Unis ne voulaient pas déclarer Boko Haram organisation terroriste, de peur de lui donner trop d'importance. Mais après cet épisode en mai 2014, soit un mois après l'enlèvement des filles de Chibok, l'ONU reconnaît officiellement la secte comme une organisation terroriste. Désormais, lorsqu'on parle de terrorisme et de tuerie au Nigeria, l'on voit très vite Boko Haram. Et cela peut très vite prendre une allure de guerre religieuse.